Et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, belle discussion avec Ligia, une artiste et une médiatrice culturelle qui a immigré ici au Québec il y a quelques années à l'âge adulte. Elle est originaire du Brésil. Donc, on parle de son parcours et bien sûr d'identité québécoise. Reste à l'écoute. Hey, salut Ligia! Bonjour Fermina. Tellement contente d'avoir cette discussion avec toi. Moi aussi, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va motiver. J'ai un petit trac, mais je suis contente. J'espère qu'à travers notre discussion, le track va partir. L'objectif, c'est d'avoir un espace à nous pour discuter justement de l'identité québécoise au féminin à travers la diversité. Pour lancer le tout, parce que je veux le dire, je t'ai rencontré dans un cadre de travail parce que tu participais à une formation simulation CTL Montréal, je vais le dire correctement. Tout à fait. Puis on s'est rencontrés là, j'ai eu un coup de cœur, tu m'as partagé qu'est-ce que tu faisais. Puis lorsque je me suis dit je me lance pour faire ce balado, j'ai pensé à toi. Et en pensant à toi, quand les noms me viennent, je fais des recherches. Et lorsque j'ai commencé à chercher, je suis tombée sur un article que tu as écrit. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Merci de le préciser. Je ne savais pas combien de temps l'article avait été écrit, mais je suis tombée sur un article que tu as écrit. Puis là, je me suis dit, wow, je vais le lire. Je vais pas lire l'article au complet, mais je vais lire une partie qui m'a touchée. Mais je vais te demander d'attendre. Je peux seulement te dire que je l'écoute très humblement. Tout ce que tu me dis, ça me touche énormément parce que lors de la même formation, j'étais vraiment charmée par toi. En fait, par tout ce que tu apportes comme femme et par tout ce que tu apportes comme intelligence, comme réflexion au milieu du pouvoir politique, il faut le dire. Donc, j'étais très, très, très contente de cette invitation, mais aussi de te revoir. Ah, c'est vraiment gentil. Merci, merci beaucoup. Je te partage une partie que je me dis, ça m'a touchée. Je le lis. J'ai vite compris que mes 6 ans d'études universitaires et ma dizaine d'années de carrière en tant que comédienne ne me donnaient que le statut de stagiaire dans le syndicat québécois des artistes. Mes chances d'employabilité ont chuté de 60% du fait d'être une immigrante avec un patronyme lusophone. Cependant, le plus étonnant pour moi a été de découvrir que mon entourage me considérait comme une latino et non plus comme une blanche. De l'autre côté du miroir, mes contours sont devenus flous. Je devenais petit à petit invisible. Alors, je suis devenue cette femme aussi, une comédienne dont personne n'avait jamais entendu parler, une chercheuse dont les références ne sont pas suffisamment occidentales, une brésilienne sans trait africain et une latino sans accent hispanophone. Un hybride formé par des regards que je ne comprends pas et qui ne comprennent pas non plus. Une immigrante, une personne racisée. Je prends 2 secondes parce que je le ressens encore. Quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh là là, la prise de conscience qui frappe. » Comment ça s'est passé à l'intérieur de toi? J'ai l'habitude de dire que j'ai eu 2 morts déjà, que je suis ressuscitée 2 fois. Une à l'immigration et une à l'accouchement de ma fille. Et je ne sais pas aujourd'hui si je pense pas nécessairement, la mort pour moi est la fin d'un cycle, mais je pense que c'est la compréhension de moi et les structures de mon ego, de la personne en tant que comme je me reconnais ou comment je me définis, a changé en fait. Donc, lors de l'immigration, quand j'explique tout ça, quand je mets un mot en fait, c'est la première fois dans l'article où je mettais un mot vraiment, la collection de phrases que j'avais écoutées. « Ah, vous êtes trop blanche pour être comme une Brésilienne. » Parce que moi, je suis comédienne, comme vous avez dit. Donc, les gens me disaient « Mais vous n'allez jamais avoir de rôle. Vous êtes trop blanche pour être une Brésilienne. Vous n'avez pas l'accent hispanophone, donc on ne peut pas vous embaucher comme une latino. » Et à l'université, c'était, je pense, où il m'a fait le plus mal. Parce que je me définissais, depuis toujours, j'étais la fille qui était bonne à l'école. Et en arrivant ici, malgré que j'avais 2 maîtrises, une au Brésil, une en France, j'avais énormément de références d'auteurs latino-américains et plusieurs auteurs brésiliens.
Et les personnes me disaient, mais non, il faut que tu utilises les auteurs que nous, on utilise ici. Ils disaient, ces auteurs-là, on ne connaît pas. Ils sont moins valides, il ne faut pas les utiliser. C'est sûr qu'ils ne disaient pas nécessairement ils sont moins valides, mais c'était ça qu'ils me disaient quand ils disaient, ah, vous avez utilisé cet auteur, mais essaye d'utiliser ceci. Ah, vous avez mis cette référence, mais essaye de corroborer avec cette-ci. Donc, je n'étais plus la fille qui était bonne à l'école. Et je n'étais plus la comédienne brésilienne. Donc, alors, qui est-ce que j'étais? Je ne comprenais plus qui j'étais, en fait. C'est ça quand je parle de... J'ai tué mon ego, ça a déstructuré, en fait, mon ego. Parce que je me disais, d'accord, donc, les deux manières que je me reconnaissais et que au moins ça, j'étais sûre que les gens me voyaient comme ça ne se tenait plus. Et je commence à me demander, mais alors, qui est-ce que je suis? Et comment les autres me voient? Et en plus, ils ne me voient même pas de la même manière. Chacun me voit d'une manière différente. Et c'était extrêmement déstabilisant. Extrêmement déstabilisant. Donc, de pouvoir mettre en mots, c'est déjà un peu thérapeutique, je pense, et de pouvoir discuter avec les autres artistes, parce qu'il y a plusieurs artistes qui sont cités dans la revue, avec lesquels j'ai eu l'occasion de partager, d'échanger sur l'expérience migratoire. Et on voit, je suis aucunement seule. À un moment donné, j'ai dit, je ne suis pas seule. Je sais que je suis juste une au milieu des dizaines de milliers de personnes, en fait, qui vivent cette expérience. Mais rarement, on arrête pour nommer ce qui se passe. Ouais. Oui, tu as raison. Puis oui, il faut le mentionner, tu le dis, ton histoire en est une que plusieurs autres aussi vivent. Puis est-ce que tu as réussi? Ben oui, tu as réussi parce que je te vois, tu es une femme brillante, tu sais, tu portes des choses exceptionnelles à ta manière, à ta façon. Ça, je trouve ça vraiment beau. Comment tu t'es reconstruit à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cette prise de conscience-là? C'est très long. C'est extrêmement long. Ça prend de bons amis. Ça prend de patrons qui reconnaissent ce qu'on fait, en fait, de supérieurs qui reconnaissent, qui disent non, vas-y, continue, tu sais, je te fais confiance. Ça prend de personnes qui ont une perception de nous qui dépasse l'accent qu'on a. Parce que c'est très, très, très normal qu'une personne me voie et qu'elle pense que je suis d'Europe de l'Est ou que je suis d'Espagne ou du Portugal. C'est très normal. Ou même de France. Et qu'après, quand je commence à parler, ou quand je dis que je viens du Brésil, je vois leur visage changer, leur regard changer. C'est comme s'ils m'avaient attaché tout un pan de stéréotypes et tout à coup, ah ok, donc ce n'est pas ça. Je dois la comprendre de cette manière-là. Et au milieu du travail, dans le marché du travail, c'est très fréquent que ça se passe, que les personnes t'attachent des stéréotypes avant même de te parler. Donc, ça prend vraiment un entourage solide qui constamment te donne des opportunités ou que constamment, il dit, si tu as fait quelque chose de mal par méconnaissance, c'est pas grave, viens. Donc, tu veux bien faire, c'est comme ça que ça se fait. Ça prend une ouverture gigantesque, ça prend une humilité. Ça est quelque chose. Je pense qu'avec l'immigration, j'ai appris la patience et l'humilité d'une manière que je n'avais pas avant. J'étais très, très humble. Ma mère a des racines très modestes, beaucoup plus modestes que j'aurais aimé. Donc, c'est une personne qui a même été en situation d'itinérance pendant un moment. Donc, elle m'a toujours appris. Tu sais? Nous sommes tous égaux. Si tu as un privilège, tu le partages. Le privilège, tu ne le gardes pas. Mais je n'avais même pas la conscience du privilège, en fait. C'est en venant ici et perdant des privilèges que je me suis rendu compte. Mais donc, en étant très humble, en ayant beaucoup de patience, en ayant de bons amis, en ayant du support dans le milieu professionnel, là, petit à petit, je me suis reconstituée. L'université, je n'ai pas réussi. L'université, j'ai passé 3 ans et demi dans le milieu universitaire. Mais quand j'ai accouché de ma fille, elle était très malade. Et donc, j'étais déjà assez brisée dans mes repères à l'université, en ayant besoin d'élever un enfant qui était malade et qui est resté pendant 2 ans. Je n'ai pas réussi à être aussi forte pour continuer. L'université, tous les embûches qu'il me présentait n'étaient plus importants, en fait.
face au besoin d'être une maman, de donner du soutien à quelqu'un. L'université me disait que j'étais faible, que j'étais incapable, que je n'étais pas assez. Mais cet enfant qui venait de naître avait besoin de quelqu'un minimalement structuré. Donc là, j'ai lâché l'université. Donc le milieu universitaire m'a perdue. Et je le dis d'une manière non humble, parce que je me rappelle que le moment où je suis rentrée à l'université et qu'ils étaient en train de faire la séance de présentation aux étudiants étrangers, ils ont dit, sachez que un tiers de vous ne va pas finir la formation. Donc, ils ont prévu, entre guillemets, notre chèque en nous disant bienvenue. Et ça, c'est une phrase qui m'est toujours restée. Est-ce que je veux être une des personnes qui renonce? Et dans la vie, très rarement, je renonce à mes projets. Très rarement, je renonce au milieu d'un défi. Mais c'est comme si, inconsciemment, il m'avait déjà dit que c'était ça la porte de sortie pour moi. Donc, le milieu universitaire, je l'ai laissé de côté. Tu l'as laissé de côté, mais je vais juste revenir sur le milieu universitaire qui disait que tu étais faible. C'est juste par qu'est-ce que tu viens de me partager. Pour moi, je me dis, t'es aucunement faible. Il faut une force extraordinaire pour accompagner un enfant qui est malade, un enfant qui a besoin des parents. C'est une chose d'être parent, ça demande une force d'être parent. Ça nous redéfinit en tant qu'humain, être parent. Sans aucun doute. Et quand on ajoute la maladie, ça prend une force. Ça prend une force indéniable. Donc, ta force, tu l'avais, tu l'as dirigée ailleurs. C'est ça. Dirigée ailleurs. C'est bien dit. Question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question « Suis-je québécoise » ? Écoute, je pense que non, parce que la réponse est tellement claire. Je me demande... je me demande jamais si je suis brésilienne, parce que c'est évident que je suis brésilienne. Je commence à me demander, maintenant que ça fait 12 ans que je suis ici, je commence à me demander, est-ce que je suis montréalaise? Ah, OK. Je commence. Ça, c'est la question. OK. Mais quand je pense à c'est quoi être québécois, quand je pense à c'est quoi être québécois, je me dis, déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une série de stéréotypes. Okay. Parce que ça ne me vient pas l'ouverture et l'amplitude. Et je ne sais pas si c'est à cause du gouvernement de droite qui m'envoie un message que la province a besoin de s'accrocher à la langue française. Il y a certaines habitudes de vie dans lesquelles je ne me reconnais pas. Okay. Et la ville a beaucoup moins ça. Et je ne sais pas non plus, c'est par mes connaissances, parce qu'évidemment, je ne connais pas toutes les villes du Québec. Donc, comment je vais faire partie d'un ensemble, d'un tout, mais que je ne connais pas toutes les spécificités. Mais je trouve toujours drôle quand les personnes me disent « Ah, tu es une néo-québécoise », j'ai dit « À quoi vous pensez quand vous parlez québécoise? Est-ce que c'est du fait que maintenant, je sais faire du patin à glace? Est-ce que c'est parce que maintenant, j'utilise moins ma voiture? Est-ce que c'est parce que je recycle, je fais du compostage? Quel est l'élément qui me définit en tant que Québécoise? Est-ce que c'est parce que j'ai déjà dansé la gigue dans une soirée, parce que je connais la podorythmie et les cuillères? Qu'est-ce que vous vient à l'esprit quand vous me demandez ça? Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Et pour moi, quand je pense Québec, je ne pense pas une femme noire intelligente au pouvoir qui fait un podcast. Je pense à un homme blanc, le Québec. Si le Québec était, si on fait un exercice, un jour, j'ai participé à une recherche, il me disait, si cette marque-là de supermarché était une personne, comment elle serait? Et si je pense, si le Québec était une personne, comment elle serait? Et là, je dirais que c'est un homme blanc d'un peu plus de 50 ans, peut-être avec une barbe, s'il est un peu woke. et je suis un peu woke, donc je le dis avec beaucoup d'amour dans mon cœur. Avec des grosses cuisses, parce que le Québécois, il marche, qui a déjà fait du camping dans la neige, c'est cet homme-là dans ma tête, qui sans aucun doute est dans une posture de pouvoir et qui fait partie de mon 3CA. Donc, il y a tellement d'éléments, qui fait sans doute du bénévolat, et qui n'est pas marié à cause de la Révolution tranquille, mais qui peut-être, il a un chum ou une chum, qui peut-être, il a toujours habité en location avant d'avoir sa maison, mais il ne va pas acheter, il va louer.
Donc, ça, c'est la personnification du Québec pour moi. Il y a tellement d'éléments qui sont martelés dans notre tête après qu'on immigre. Comment on consomme, comment on conduit, comment on s'habille, comment on marche, comment on parle. On n'exprime pas nécessairement les émotions, on utilise très souvent des euphémismes. Il y a tellement de règles implicites que petit à petit, on comprend et que ça fait le tout du Québec que non, je ne me reconnais pas. Mais tu as dit quelque chose de vraiment très fort puis d'intéressant. Tu as dit quand si on me demande de décrire une personne québécoise, tu ne vois pas mon visage. Puis je pense que c'est là que notre présence est importante parce qu'on construit le Québec. On est en train de construire le Québec. Donc, est-ce qu'il y a une redéfinition de l'identité québécoise qu'on doit avoir, justement une identité québécoise qui est plurielle, qui nous inclut, toi et moi et plusieurs autres? Ça, c'est le rêve. Ça, c'est exactement le grand rêve. Si un jour, je peux imaginer n'importe quelle société, on est en train de parler du Québec, mais il n'est pas, désolé d'utiliser le grand mot, mais il n'est pas plus raciste qu'ailleurs, si je peux dire. Oui. Au Brésil, nous aussi, on a des questions absolument horribles, des discriminations, des racismes envers plusieurs diversités. Mais je pense exactement comme toi. Je pense que les traditions se construisent et évoluent. Oui. Je ne pense pas à une tradition comme un folklore. Je pense vraiment comme une tradition, comme une pratique d'un peuple et que ce peuple peut être formé par une courte pointe d'apparence et d'origine, sans aucun doute. Je crois que si d'être québécois, c'est vouloir contribuer pour les succès économiques, sociaux, culturels de ma terre d'accueil, là, je suis québécoise. Parce que je suis là pour ça. Je suis là pour contribuer, pour donner de mon mieux, pour dire, on y va. Tu sais, je suis en pleine force de travail, je suis en pleine force de curiosité, d'envie d'expérimenter, d'envie d'apprendre à propos de vous. Donc, donnez-moi tout ce que je peux. Je vais le mélanger le mieux que je peux pour rétribuer du mieux que je peux. Donc, si on pense à un endroit qui veut être mélangé, un endroit qui accepte de ne pas s'accrocher à ses traditions, à ses coutumes, comme si c'était ça et la seule chose qui le définissait en tant que tel. Donc oui, j'adorerais être québécoise. Mais si pour ça, il faut que je m'accroche à certains éléments, je ne sais pas si ça devient si important pour moi de me redéfinir, à me nommer. Je ne sais pas si c'est si important pour moi une identité. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui. Puis tu le nommes ici, dans l'article que tu as écrit, c'est que parfois les personnes qui immigrent cherchent à se créer une nouvelle vie, un nouveau chez soi, puis à quitter certaines choses. Mais toi, c'était pas ça. Non. Ouais, non, je suis tombée amoureuse d'un Québécois qui est allé en tournée au Brésil. Et on a eu une relation à distance pendant 4 ans. Et à un moment donné, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est très cher de faire 3-4 voyages de Brésil, Montréal, São Paulo, Montréal par année. Donc, c'était vraiment très, très dispendieux. Et c'est là où on s'est dit, OK, on va vivre ensemble. Comme moi, je parlais déjà le français, comme moi, j'avais envie de continuer mes études universitaires. Donc, on s'est dit, moi, je viens. Ça m'a pris un bon 8 mois pour dire, oui, je vais. Et on s'est mariés au Brésil, parce qu'au Brésil, c'est très important de se marier. De nos jours, beaucoup, beaucoup moins. Évidemment, le mouvement féministe maintenant est très fort. Mais pour mes grands-parents, c'était très important. Ils étaient très conservateurs. Et j'ai grandi beaucoup avec eux. Donc, pour moi, c'était important. Par conséquence. Et là, on se marie. J'ai dit, OK, je pars. Et je suis venue pendant 1 an en train de faire le doctorat, pour faire le doctorat. Et je suis retournée pendant 1 an. Parce que j'en pouvais plus. Je suis restée 1 an et c'était tellement, tellement, tellement confrontant que je n'arrivais juste pas. Et j'ai réussi à avoir un travail comme attachée culturelle du Bureau du Québec à São Paulo. C'était vraiment sympa comme travail. Et c'était un remplacement d'1 an de congé maternité. Et je suis repartie
Et mon mari est allé me chercher. Il a dit, mais non, il faut retourner. Et alors, je suis retournée. Et je pense que j'arrête de penser à je veux habiter au Brésil au moment où ma fille est née. Parce que là, il faut qu'elle soit québécoise. Ah. C'est sûr que ses références à elle vont être différentes de tes références à toi. Oui. Donc, on va beaucoup au Brésil. Je lui parle beaucoup en portugais. Mais je veux qu'elle se sente québécoise. Je veux que, pour moi, c'est très important, qu'elle sache qu'elle est produit de cette mixité merveilleuse, mais qu'elle trouve ses repères, elle s'identifie avec sa culture. Pour moi, c'est important qu'elle chante en français. Et c'est important qu'elle connaisse des films qui sont faits ici et des séries qui sont faites ici. Parce que je veux qu'elle soit fière de l'endroit où elle est. De la même manière qu'elle connaît la musique qui vient du Brésil et les films qui viennent du Brésil. Parce que c'est la richesse qu'elle peut apporter. Je pense qu'aussitôt qu'on connaît une autre culture, qu'on connaît une autre manière de penser, parce que comprendre une langue, ce n'est pas seulement dire le mot dans la langue, mais c'est comprendre des références, comprendre une manière de penser. Donc, si on vient d'un autre pays, si on a une autre langue, une autre manière de penser, on peut voir la réalité par différentes facettes. En fait, on peut la voir d'une manière, de plusieurs angles, en fait. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut contribuer en apportant des questionnements, une vision critique, d'autres points de vue et comment on construit ensemble pour aller plus loin. Oui. Clairement, avoir des voix différentes à la table permet d'avoir des perceptions différentes, d'amener parfois des biais que les gens vont avoir. On a tous des biais, mais il y a des fois, avoir des voix différentes amène à prendre conscience de biais que d'autres personnes avaient ou bien des angles morts auxquels on n'a pas pensé. Oui. Donc, c'est important, justement, cette mixité. Tellement, fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens moins invisible? Je pense que je sens maintenant que j'ai appris à être vocale d'une manière à être entendue par les Québécois. OK. Ah, c'est intéressant. Je ne sais pas s'ils me voient. Spécialement parce que je ne suis pas une minorité visible, je suis une minorité audible. Je pense que c'est pour ça. Et donc, mon dada était d'être entendu. Et avant, je sais qu'avec mes racines brésiliennes et mes mouvements de contestation, nous, on a passé la dictature. Il y a eu des gouvernements d'extrême droite. Moi, toujours dans les mouvements culturels, j'allais dans les manifestations, les occupations. Donc, moi, j'avais cette manière de manifester. Je ne connaissais pas la manière, on fait partie d'un comité, on signe des papiers, on écrit ensemble une proposition, on va au conseil d'arrondissement. Je ne connaissais rien de ça. On fait partie d'un CA. Je ne connaissais rien de ça. Maintenant que je connais, c'est ça que je vais dire. J'ai appris à être vocale aux bons endroits et attendre mon tour de parole, utiliser les bons mots, utiliser des expressions souvent galvaudées que moi, je n'utiliserais pas parce que je dis, c'est tellement galvaudé, je ne vais pas utiliser ça, ça ne va pas passer. Mais c'est confortable pour l'auditeur. Donc, tu finis par les utiliser seulement pour être sûr d'être entendu, être sûr de comprise et à la fin de communiquer. Donc, je ne sais pas si je suis plus ou moins visible. Je ne sais pas si les personnes savent c'est quoi mon visage. Mais au moment où je travaille, maintenant, je suis à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-des-Grâces. Au moins, je sais que quand je vais en comité, quand quelqu'un m'invite pour un comité dans la ville, comité ville, parce que c'est en service de la ville, la Maison de la Culture, mais quand quelqu'un m'invite, il sait que je vais parler. Il sait que je ne vais pas me taire par rapport à des injustices. Donc, quand la personne dit « on va inviter Ligia », c'est parce qu'ils veulent que Ligia dise quelque chose que culturellement, les personnes ne vont pas dire. Et je trouve très spécial, ça. Et c'est important. Je trouve que c'est fondamental. Parce que si on dit avec respect, dans le but de faire évoluer la conversation, je ne comprends pas pourquoi on le tairait, pourquoi on ne le dirait pas. Je ne suis pas en train de dire une chose ou une autre parce que je veux vous faire du mal ou je veux vous causer une sensation d'inconfort. Je suis en train de dire parce que je pense que si on parle à propos de ça, ce projet, cette action peut être mise en valeur, cette communauté
peut vraiment être valorisé ou peut aller plus loin avec ses idées ou ses activités. Donc, pourquoi ne pas parler? Si je cause un inconfort, ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici. Ça, c'est merveilleux de l'immigration. C'est une bénédiction de l'immigration. C'est que on apprend à vivre dans l'inconfort. Oui. Et là, c'est merveilleux parce que si tu es inconfortable, nos balises sont bouleversées, il faut qu'elles se restructurent pour que tu continues à cheminer. Qu'est-ce que se passe? Tu apprends, tu grandis, tu comprends. Donc, tu vois que le fait de rendre quelqu'un inconfortable, si la personne sait dealer avec son propre inconfort, c'est merveilleux. Parce qu'après, on avance ensemble. Mais si la personne, elle a vraiment une très petite tolérance à l'inconfort, c'est là où les gens se braquent, c'est là où parfois tout le biais, il ressort, en fait. Ouais. Effectivement. Tu es artiste, tu as étudié. Comment tu perçois les artistes de la diversité ici, en fait, au Québec? Parce que là, tu l'as vécu des deux côtés. Tu l'as vécu au Brésil, tu l'as vécu ici au Québec, à Sao Paulo, pour être plus juste. Comment tu perçois la diversité au sein du monde artistique québécois? Maintenant, en 2025, oui. Je pense qu'on a fait un immense saut. Un immense saut. Quand je suis arrivée et que j'ai commencé à travailler à Diversité artistique Montréal, il n'y avait pas encore les auditions de la diversité. Il y avait très, très, très peu, il y a encore peu, mais peu de personnes avec des traits asiatiques à la télé, très peu de personnes noires à la télé, très peu de personnes avec un accent dans le théâtre. Ça, c'est quelque chose que, vraiment, quand je suis arrivée ici c'était 2013. Donc, il n'avait pas de l'accent au théâtre. C'était ça, une des grandes choses. Il y avait très peu de comédiennes noires sur scène dans les principaux théâtres. S'il y avait, je ne sais même pas. Je pense que le seul accent qu'on disait qu'il y avait, c'était Sacha Samar, qui vient d'Ukraine, mais qui est ici depuis des décennies déjà, et qui est un artiste absolument formidable et fantastique. Donc, mais en même temps, je me rappelle qu'il y avait déjà tout un mouvement qui avait été commencé par Zab Mabungu, Roger Signa, de mise en valeur d'esthétique non coloniale et de mise en valeur d'autres types de réflexions en art, d'autres types de projets en art qui n'étaient pas seulement comme ce qu'on appelle l'art postmoderne, l'art contemporain ou la postmodernité, le théâtre post-dramatique, dont les racines viennent surtout de l'Europe, qui viennent d'Allemagne, France, ou bien des influences des États-Unis. Tout ce mouvement avait déjà commencé avant que j'arrive en 2013. Ça faisait peut-être une décennie. Mais ça allait petit à petit, ça évoluait beaucoup avec le Conseil des arts de Montréal, notamment. Et là, petit à petit, les programmes ont commencé à exister. La bourse Vivacité, les programmes d'EMAR, tous les programmes du Conseil des arts du Canada pour l'autochtonie, la possibilité de déposer un projet verbalement au lieu de manière écrite pour les autochtones. Les CAM ils ont de l'accompagnement individualisé pour les personnes de la diversité capacitaire, pour qu'ils puissent, ou les personnes neuroatypiques, pour qu'ils puissent écrire leur demande de subvention. Donc, on a eu un boom. On a eu vraiment un boom dès la partie des financeurs, dès la partie de la partie des bailleurs de fonds, dès la partie des artistes aussi, les compagnies qu'ils créent, les types de créations qu'ils proposent. Donc, toute la partie création, recherche et création, et qui est énormément à la traînée maintenant, ce sont les théâtres. Ce sont les diffuseurs. Là, ça, c'est vraiment extrêmement difficile. Les diffuseurs, ils n'ont pas accompagné le pas. Et il y avait une certaine sensibilisation. On a eu la COVID. Et avec COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Les projets, pendant 2 ans de diffusion, ont commencé à être en retard. Parce que les artistes avaient créé, ils n'ont pas pu diffuser. Et les programmations des théâtres sont faites 1 an et demi d'avance, parfois même 2 ans d'avance. Donc, qui rentre dans les théâtres? Les personnes qui vont donner de la billetterie, parce que les théâtres ont énormément souffert. Qui sont les diffuseurs qui veulent prendre des risques? C'est très peu.
des gens qui veulent prendre des risques dans leur programmation. Alors, ça nous a vraiment mis en retard. Alors, je pense qu'il a eu un avancement. La discussion a avancé énormément. Maintenant, on parle librement. On nomme les biais dans les théâtres. Ça ne veut pas dire que c'est réglé, aucunement. Parce que dans les CA, dans les positions de pouvoir, nous ne sommes pas encore majoritaires nulle part. En fait, il y a certaines compagnies de théâtre, évidemment, comme Black Theatre Workshop, qui existe depuis des dizaines d'années, qui est vraiment une institution. Donc, il y a des institutions, mais déjà, vous voyez, j'ai parlé du milieu anglophone, et le milieu anglophone est différent du francophone. Tout à fait. Alors, je pense que les mouvements d'ouverture envers ce qu'on appelle les diversités ethnoculturelles, ça ne sera jamais gagné. C'est un peu comme le féminisme, ça ne sera jamais gagné. Oui. On a des acquis, mais il faut toujours faire très attention pour ne pas les perdre. Pour qu'ils n'arrivent pas, pour qu'ils ne deviennent pas moins prioritaires, disons ça comme ça. Donc, il faut toujours qu'on rappelle, hop, on est là. Oui, on est encore en train de faire. Non, on ne va pas partir. C'est comme un besoin de rappel constant. Merci, Lygia. Ça fait tellement plaisir. Belle conversation. On conclut avec on a toujours besoin de ce rappel constant. Ouais. Mais merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci.